quelques questions sur l'alimentation pour les enfants. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, alors je m'appelle Hélène David, je suis pédiatre, je travaille en libéral dans un cabinet à Médisud. Donc on va parler de l'alimentation. Toi, finalement, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'alimentation? Alors en tant que pédiatre, c'est vrai que ça fait partie de notre formation de base, de pouvoir conseiller les parents sur l'alimentation. En plus de ça, c'est une question qui m'intéressait particulièrement, donc je me suis surspécialisée dans la nutrition de l'enfant parce que j'ai 3 enfants qui sont intolérants au lait et au blé. Et donc du coup, ça a été un souci personnel qui m'a fait m'intéresser de plus près à cette question. D'accord, oui, du coup, bien d'approfondir le sujet. Tout à fait. Des fois, on est un peu forcé d'approfondir les sujets avec nos Voilà, enfants. nos expériences personnelles et les enfants nous font avancer grandement sur nos sujets. Du coup, on va commencer par le premier aliment de l'enfant qui est le lait. On a vu les bienfaits du lait maternel, mais si du coup les parents souhaitent donner le biberon, que ce soit dès le plus jeune âge ou après quand justement ils se mettent au lait maternisé, Ouais. est-ce qu'il y aurait des recommandations pour le type de lait ou le type d'eau même pour préparer un biberon? Alors pour ce qui est du type de lait, tous les laits maternisés répondent à un cahier des charges extrêmement strict. Donc on va dire que toutes les marques sont globalement équivalentes sur la qualité nutritive dedans, en apport de protéines, de lipides, de glucides. C'est extrêmement strict, donc il n'y a pas de marque meilleure qu'une autre. Après, il y a des petits ajustements à la marge, certaines marques qui rajoutent des probiotiques, un épaississant plutôt qu'un autre. Et il y a certains enfants qui tolèrent mieux un lait plutôt qu'un autre. Ensuite, il faut faire très attention aux laits qui sont trompeurs et qui peuvent donner l'impression d'être des laits maternisés et qui en fait n'en sont pas. Surtout quand les parents, pour des raisons idéologiques ou pour des questions d'allergie, se tournent vers des alternatives végétales. Il y a des marques très spécifiques qui font des laits maternisés à partir de protéines végétales, souvent la protéine de riz. Et ce sont des laits qui répondent au même cahier des charges que les autres. Donc c'est les marques Modilacri, Novalacri, maintenant sur le territoire calédonien, la marque Mandorle. Toutes les autres alternatives qui sont souvent vendues en magasin bio sont des boissons végétales qui peuvent rentrer dans le cadre de l'alimentation d'un enfant plus âgé ou d'un adulte. Des boissons à la base de riz, à base d'amandes. Toutes ces boissons ne remplacent absolument pas un lait maternisé, voilà, qui se répondent à vraiment un cahier des charges strict et des apports nutritionnels qui se rapprochent le plus possible du lait maternel. D'accord, du coup on fait bien attention que ce soit un lait maternisé. Un lait maternisé. Et du coup, pas de lait végétal, on ne remplace pas par un lait végétal ni par un lait finalement normal qui ne répond pas non plus au cahier des charges finalement. Voilà, parce que le lait de vache, même s'il peut se rapprocher du lait de mère, est quand même différent, n'a pas la même teneur en lipides, protéines, glucides, et il est dans le processus industriel, il est travaillé pour se rapprocher au plus près de la composition du lait maternel. Également, comme on peut trouver des laits maternisés à base de lait de chèvre, qui eux aussi sont travaillés pour se rapprocher de la composition. Et jusqu'à quel âge du coup on va pouvoir donner ce lait maternisé? Alors les recommandations elles sont jusqu'à l'âge de 1 an. Ensuite on peut passer au lait de croissance ou bien partir sur des laits standards, c'est-à-dire du lait de vache qu'on peut trouver en grande surface ou bien les équivalents végétales à base de lait de riz ou de lait d'amande. Sachant que le lait de croissance a cet avantage qu'il est enrichi en certains acides gras essentiels et en fer. Et il y a pas mal d'enfants, petits-enfants de moins de 3 ans qui sont carencés en fer. Donc le lait de croissance, c'est une alternative, on va dire, facile pour garantir un apport en fer quotidien aux enfants par un biberon. Voilà. Et donc le lait de croissance, on peut le trouver soit en version lipo avec le lait en poudre, soit directement liquide. Voilà, l'un ou l'autre. Et du coup, c'est ce qui inquiète justement des parents, surtout dans un premier enfant. Ça va être, est-ce que je nourris bien mon enfant quand on démarre la diversification alimentaire? Est-ce que je lui donne ce qu'il faut? Quand est-ce qu'il faut que je lui donne? Voilà, à quelle fréquence, quelle quantité? C'est un peu les inquiétudes questions principales. des mamans, tout à fait. On recommande de commencer la diversification entre 4 et 6 mois. Pour le moment où commencer la diversification, je conseille toujours aux parents d'observer leur bébé, de créer des moments où l'enfant peut être avec eux à table, dans son transat, ou les voir manger, pour voir si l'enfant s'intéresse à l'action de manger, à la nourriture, la couleur, la texture, est-ce qu'il manifeste un intérêt. Si l'enfant regarde avec attention, fait le geste de prendre des aliments, c'est que probablement il est prêt à commencer la nourriture solide.
Et donc à ce moment-là, on peut commencer en introduisant les légumes. On introduit d'abord les légumes parce que les enfants ont une appétence naturelle pour le sucré. Donc ils prendront facilement les fruits ou les compotes de fruits. Les légumes, ils les prendront généralement aussi facilement, à condition de présenter des légumes qui sont, on va dire, un peu plus faciles au goût. Souvent, on commence par la carotte, qui est orange avec une couleur qui attire les enfants, voilà. Un goût qui est assez doux. On commence par proposer par exemple purée de carottes, 2-3 jours d'affilée, que l'enfant s'habitue au goût, s'habitue au fait de manger la cuillère, de déglutir. C'est un mouvement qui est différent de celui de la succion au biberon ou au sein. Et donc c'est quelque chose qui s'acquiert petit à petit. Il y a des enfants qui mettent plusieurs jours, plusieurs semaines pour être à l'aise avec ce geste de manger. D'autres qui en quelques jours mangent déjà un petit peu entier. Donc il n'y a pas de règle, on s'adapte au rythme propre de chaque enfant, à sa curiosité, à son désir de manger. Voilà, c'est très variable. Et par exemple pour un troisième enfant, ce sera souvent pas la même chose que pour un premier, parce que le troisième voit ses frères et sœurs, et donc ils vont souvent un petit peu plus vite sur cette phase-là. Voilà, il n'y a pas d'urgence, c'est-à-dire qu'entre 4 et 6 mois, l'aliment principal de l'enfant reste soit le sein, soit le biberon, et la nourriture solide vient en plus pour habituer l'enfant à la diversité des goûts. Voilà. Après, les dernières études ont montré que entre 4 et 6 mois, on avait une fenêtre pour introduire un maximum d'aliments en diminuant le risque d'allergie, surtout si l'enfant est allaité. Donc c'est pour ça qu'actuellement, on conseille de commencer entre 4 et 6 mois. Voilà. Pour ce qui est de la quantité, là aussi il faut faire confiance à l'enfant parce que le corps a ses capacités propres, il sait exactement de quel aliment il a besoin et en quelle quantité. Et quand il a eu assez d'un aliment, l'enfant manifeste qu'il n'a plus faim pour cet aliment-là et qu'il a faim pour autre chose, que ce soit les fruits ou bien un biberon. Donc on peut proposer autre chose, même s'il nous dit stop, on peut éventuellement proposer et écouter si jamais il veut plus rien. S'il a pris 10 cuillères de carottes et qu'il s'arrête, qu'il ne veut plus, on propose derrière soit du sucré, soit un biberon. Voilà. Et donc en fait on suit l'enfant et chaque enfant a son propre rythme, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui mangent des petites quantités à intervalles assez proches, toutes les 3 heures. D'autres enfants qui terrent trop vers 3-4 mois prennent des gros repas au biberon ou solide et qui espacent plus de 4 heures ou plus. Donc il n'y a pas de règle, il faut suivre le rythme de l'enfant, l'observer, le regarder. Chaque enfant est différent, y compris au sein d'une même fratrie, et donc aux parents de s'adapter au rythme de l'enfant. Et du coup, par rapport au biberon, parce que souvent on se demande quand est-ce qu'on va donner la nourriture, est-ce que quand il réclame le biberon, est-ce qu'à la place on donne le pot, on donne d'abord le biberon? Oui. Alors moi je conseille aux parents qui commencent la diversification, si l'enfant a l'habitude de prendre son biberon à 11h du matin, de le donner un petit peu avant, 20-30 minutes avant, pour que l'enfant n'ait pas trop faim, de commencer à lui proposer des légumes. Si on attend l'heure du biberon, généralement l'enfant a faim, il va attendre le biberon et va vouloir boire rapidement. Il va être frustré que ça n'aille pas assez vite et que l'apport calorique ne soit pas suffisant. Donc généralement, si on fait entre 15 et 30 minutes avant l'heure habituelle, l'enfant mange ce dont il a envie, besoin, et ensuite on propose le sein ou le biberon. Et la même chose quand on introduit le sucré, la compote ou les fruits au goûter, on le fait une demi-heure avant. Voilà. Petit à petit, l'enfant va s'habituer, il va intégrer le solide et petit à petit on donnera les deux à la même heure. Voilà. D'accord. Et du coup, voilà, si on a un enfant qui s'intéresse pas trop à la nourriture, au départ, voilà, il mange pas beaucoup de son petit pot ou des purées qu'on propose, à quel moment finalement on doit s'inquiéter en termes de quantité ou de fréquence, quel est le repère finalement pour les mamans qui s'inquiètent un peu de la quantité? Alors entre 4 et 6 mois, il n'y a aucune inquiétude, comme je disais, c'est vraiment le lait qui est là, on prend un aliment de base. Ensuite, il faut tous les jours proposer à l'enfant sans le forcer, mais pour qu'il intègre le goût, l'odeur, la texture, même s'il mange très peu, même si c'est une ou deux cuillères, petit à petit, il prend l'habitude. Il y a des enfants qui, du jour au lendemain, mangent très vite, d'autres qui ont besoin d'un temps d'adaptation. Donc il faut respecter ça, il ne faut pas forcer l'enfant, il faut attendre tranquillement et proposer sans pression. Et au bout d'un moment, tous les enfants finissent par goûter. Après, soit parce qu'il y a des frères et sœurs, soit aussi par effet de mimétisme, à la crèche ou avec la nounou, ils voient les autres enfants et naturellement, l'enfant va manger.
Globalement, à partir de 6 mois, tous les enfants commencent à manger solide. Après, pour ce qui est des quantités, la chose qui est importante, c'est la courbe de poids de l'enfant. Oui, c'est bien d'avoir ça comme repère, c'est Tous vrai. les enfants n'ont pas besoin des mêmes apports caloriques pour grossir. Et donc c'est pour ça que le suivi pédiatrique est essentiel, avec un carnet de santé bien rempli et une courbe de croissance qui est bien complétée à chaque mois, parce que ça nous permet de suivre la croissance de l'enfant. Et un enfant qui mange peu, finalement, s'il a une courbe de taille et de poids qui est régulière, bah, c'est ce qu'il a, les apports dont il a besoin. Voilà. Et ces apports sont très variables d'un enfant à un autre, donc il ne faut surtout pas comparer avec les frères et sœurs ou bien avec les enfants des copains, parce que finalement, voilà, chaque enfant a des besoins qui lui sont propres. D'accord. Ensuite, quand on a les enfants un petit peu plus grands, justement, qu'on va passer aux morceaux à un moment donné, c'est un petit peu encore un moment un peu stressant. Quand est-ce qu'on propose des morceaux? Comment on le fait? Alors, les morceaux, généralement, on propose vers 8-9 mois, même si l'enfant n'a pas de dents, puisque en fait, la mâchoire est un muscle extrêmement solide et l'enfant peut mâcher et avoir ce réflexe de mastication, y compris s'il n'a pas de dents. Donc, c'est bien de commencer assez tôt, parce que la mastication fait partie de l'évolution de la mâchoire, du visage, de la musculature. Ça joue sur l'articulation, l'élocution, ça va bien plus loin que juste la mastication. Donc c'est important de présenter les solides, les morceaux assez tôt aux enfants. Pareil, tout en respectant le rythme de l'enfant. L'enfant a un réflexe qui est très bien mis en place, c'est-à-dire que si le morceau n'est pas bien mâché au niveau des mâchoires et qui va vers l'arrière de la gorge, l'enfant a le réflexe de se pencher en avant, d'avoir un haut-le-cœur et de faire revenir vers l'avant de la bouche ou bien de cracher le morceau qu'il n'a pas mastiqué. Voilà. Après, si le morceau passe sans être mastiqué, c'est pas grave, il sera aussi digéré dans l'estomac. Donc globalement, c'est une crainte qu'ont beaucoup de parents. Les fausses routes sont extrêmement rares. Donc on peut donner, par exemple, les petits plats préparés avec des petits morceaux, on peut donner sans crainte à ses enfants. Et quand c'est des purées qui sont faites maison, on peut sans crainte proposer une purée qui est moins moulinée et puis petit à petit laisser des morceaux. Du moment qu'on a une texture molle, finalement, on va pouvoir proposer le morceau parce qu'on sait que ça va pouvoir descendre. Voilà, tout à fait. Et comme tu disais tout à l'heure, finalement, on fait confiance encore une fois à l'enfant qui va être capable de, on fait confiance à l'enfant. De faire à son rythme. Il faut proposer, à partir de 8 mois, il faut proposer toutes les semaines. Respecter si l'enfant refuse totalement, on respecte et on repropose toutes les semaines en étant très confiant et serein. C'est-à-dire que quand ce sera le moment, ce sera le moment. Et les bébés aussi ressentent les émotions des parents extrêmement fort. Donc si l'enfant ressent que la mère a peur, évidemment que lui aussi va se rigidifier et être plus tendu. Donc il faut être très confiant dans les capacités de son enfant. Les enfants à 8-9 mois, même sans dents, sont capables d'avoir une texture moins liquide et il faut les encourager. Tout comme il faut les encourager dès qu'ils sont un peu plus grands à avoir des aliments qui ne soient pas trop mous. Parce qu'on a souvent tendance à donner beaucoup de purée, de compote. Il y a de moins en moins d'enfants qui mangent des pommes en les croquant. Alors qu'en fait, c'est en mastiquant qu'on crée la fonction et la bouche de l'enfant se développe avec ce qu'il en fait. Donc un enfant qui est habitué à manger de la viande, même que ce soit des côtelettes de viande qui croquent directement ou des cuisses de poulet ou bien des fruits qui croquent, tout ça, ça développe la musculature de la mâchoire, de la langue et ça fait des enfants qui du coup ont une expression faciale, une facilité d'élocution qui est meilleure. Voilà, un placement de la langue, ça va bien plus loin que l'alimentation. D'accord. Après, quand il va aller à la crèche et puis après à l'école, quand on va vouloir mettre en place une alimentation équilibrée, surtout dans les jeunes années, un peu les fondations, qu'est-ce que tu recommandes? Souvent, on a des problématiques au goûter, voilà. Est-ce que... Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent des compotes goûtées par facilité et tous les parents le font et évidemment dans nos vies actives où les mamans travaillent. C'est vraiment facile. Voilà, c'est une solution de facilité qu'il ne faut pas renier. Voilà, toutes les mamans le font, y compris moi. Mais évidemment que les fruits frais apportent quelque chose en plus. Déjà parce que le fait de mixer les aliments change la texture, change les protéines, les glucides, change la rapidité d'absorption. Et finalement, même si à la base on a une pomme, la pomme entière n'a pas du tout le même impact sur le corps que la pomme réduite en compote. Donc il faut habituer les enfants, surtout ici en Nouvelle-Calédonie, on a la chance d'avoir beaucoup de fruits de saison agréables, faciles à manger, que ce soit la pastèque, la mangue, les polyane.
l'ananas, le melon. On a beaucoup de fruits que les enfants peuvent manger frais. Et donc il faut les habituer au maximum à manger ces fruits-là frais dès le plus jeune âge. Parce qu'à partir du moment où ils ont pris l'habitude des compotes, c'est très difficile après de revenir en arrière. Oui, finalement, un enfant qui n'aura pas forcément l'habitude des compotes à part pendant le repas, il ne va pas nous réclamer des compotes si ce n'est pas son habitude. Dès que c'est vraiment plus tard, en voyant les autres, éventuellement, on va dire « Ah, j'aimerais bien essayer ça », mais sinon, si on peut mettre d'autres habitudes avant. Ensuite, je voulais savoir, toi, finalement, quand tu as commencé avec tes enfants ou dans ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, finalement, des conseils que tu trouverais utiles de transmettre pour les parents qui démarrent dans ce chemin de l'alimentation. Ce que j'ai appris un peu plus tard, je pense, c'était que c'est le plaisir qui doit primer avant tout. C'est-à-dire que pour beaucoup de parents, il y a un peu de stress et de tension autour de l'alimentation, beaucoup de volonté de bien faire, de donner ce qu'il faut au bon moment, en bonne quantité. Alors que finalement, ce qui est le plus important, c'est de transmettre à l'enfant le plaisir de manger et qu'on mange pas parce qu'on en a absolument besoin pour vivre, même si c'est une réalité, mais parce que c'est un moment de convivialité. Et donc c'est important au plus possible de manger avec ses enfants, quitte peut-être à avancer un peu l'horaire du dîner pour toute la famille, pour que ce soit un moment de partage avec les enfants, que ce soit pas juste alimentaire en fait. D'accord. Que ce soit associé au plaisir. Et puis sinon aussi, oui, par rapport aux allergies alimentaires, qui sont parfois diagnostiquées un petit peu tard. Les intolérances, il y a des allergies, donc là les allergies c'est facilement diagnostiqué puisque c'est des symptômes qui sont rapides, extrêmement visibles, vomissements, eczéma, éruption cutanée majeure. Donc ça c'est facile à repérer, on fait le lien immédiat avec l'aliment en cause, parfois c'est l'œuf, parfois c'est le lait ou le poisson ou les cacahuètes. Mais parfois c'est plus insidieux et donc les deux allergies ou plutôt intolérances les plus fréquentes chez l'enfant, ce sont les intolérances au lait de vache et aux protéines de lait de vache et les intolérances au gluten. Donc les intolérances ou les allergies aux protéines de lait de vache, c'est quelque chose qui est très connu maintenant des médecins généralistes, des pédiatres. Donc ça, généralement, le diagnostic est fait assez tôt et je le vois régulièrement au cabinet, même les mamans qui allaitent, quand elles ont des bébés qui pleurent, qui ont beaucoup de gaz, qui sont constipés ou plutôt qui ont tendance à avoir la diarrhée, enfin des troubles digestifs divers et variés. Parfois, quand on conseille aux mamans de faire un régime sans protéines de lait, alors qu'elles allaitent, le comportement du bébé s'apaise. Voilà, et ça ne peut pas dire qu'il sera allergique aux protéines de lait de vache, mais là, dans les premiers mois de vie, il ne le digère pas très bien. Et quand il sera plus grand, souvent ça disparaît. Voilà. Et à passer l'âge de 1 an, généralement, les enfants tolèrent très bien le lait de vache. Après, pour ce qui est l'intolérance au blé ou au gluten, il y a 1% de la population qui a la maladie cœliaque, donc ça c'est une maladie qui se diagnostique sur prise de sang, mais il y a aussi une autre partie de la population qui est intolérante ou hypersensible au gluten. Ça c'est une réalité qui est en train d'émerger depuis quelques années, qui va bien au-delà de l'effet de mode, qui concerne un petit nombre d'enfants, mais ce petit nombre d'enfants passe souvent inaperçu, avec des symptômes qui sont très aspécifiques. Ça peut aller de l'irritabilité, d'un mal au ventre un petit peu chronique, d'un transit qui n'est pas parfait, plein de choses. Et parfois des petites choses qui ne sont pas graves. Les enfants grandissent bien, ils grossissent bien, ils se développent bien, mais ça a quand même un impact sur la qualité de vie. Du coup, ça, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter finalement à parler à votre pédiatre ou à vos amis ou à votre sage-femme ou voilà, aux gens qui vous entourent finalement des symptômes qu'ont vos bébés, des choses que vous ne trouvez pas normales ou un peu difficiles à vivre. Parce que des fois, le tout mis bout à bout, parfois c'est juste normal, c'est l'évolution de l'enfant et parfois le tout ensemble, on peut évoquer un autre symptôme, un reflux, une allergie ou autre chose. Des enfants qui pleurent beaucoup trop, qui ont beaucoup d'eczéma, qui sont malades en permanence. Bon, tout ça, c'est des symptômes qui peuvent évoquer complètement autre chose, mais parfois c'est une intolérance, une allergie alimentaire. D'accord. Merci. Du coup, toi, tu nous as dit qu'on pouvait te retrouver à Médisune. Est-ce que tu as d'autres projets en cours autour des enfants? Oui, tout à fait. Je m'intéresse beaucoup aux enfants dans le ventre de leur maman et donc au bébé en tant que personne avant sa naissance. Et le lien affectif qui existe entre une mère et son enfant, aussi le père. Et donc, je fais pas mal d'hypnose pour les mamans enceintes.
pour leur faire ressentir comment, en étant conscientes de leur corps, conscientes d'elles-mêmes, elles peuvent avoir une conscience plus aiguë du lien qu'elles ont avec leur bébé, le lien physique et aussi le lien émotionnel. Ce qui fait que souvent, quand la maman a senti ce lien, l'accouchement se passe aussi de façon très différente parce que la maman est au contact de ce bébé pendant ce travail de l'accouchement. Le mot travail n'est pas là par hasard, c'est un vrai travail. Et quand la maman est avec l'enfant pour faire ce travail, le processus d'accouchement et la naissance se passe aussi. C'est vrai que c'est une vision différente de se dire je l'aide à sortir et juste j'accouche et moi je pousse finalement juste en tant que personne en se décorrélant de l'enfant. Ouais. C'est pas la même vision des choses et du coup l'accouchement ne se passe pas du tout pareil. Pas du tout pareil, pas du tout pareil. Et donc c'est une expérience à mon avis unique à vivre, d'accoucher en étant consciente de son corps, consciente du corps qui existe du lien qui existe entre la maman et le bébé. Et donc j'organise avec ma sœur qui est doula et professeure de yoga un week-end de préparation à la naissance au mois de mars, le 21 et 22 mars il me semble, sur justement tous les aspects de la grossesse et de l'accouchement qui vont au-delà des connaissances techniques médicales de qu'est-ce qui se passe pendant un accouchement, mais qui vont bien au-delà, qu'est-ce qui se passe pour la maman au niveau émotionnel, enfin voilà, plein de choses. C'est vrai que cet accompagnement émotionnel et psychologique de la maman, des fois il est un petit peu laissé à côté, surtout après, une fois qu'elle a fait son travail d'accoucher, elle est un peu laissée de côté et finalement ça va venir renforcer ça. Exactement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'écoute des mamans, ou tout simplement une présence bienveillante, neutre, pour écouter les mamans qui ont chacune, quelle que soit la façon dont elles vont accoucher, que ce soit avec une péridurale, sans ou avec césarienne. Pour chaque maman, c'est un moment bouleversant, unique, qui va la marquer toute sa vie. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'espace d'écoute, d'échange, de parole, sans que c'est forcément un but thérapeutique, mais juste pouvoir échanger sur la qualité de ce qu'on a vécu, l'intensité de ce moment-là, et tout ce qui va bien au-delà du fait que le bébé et la maman sont en bonne santé, ce qui souvent est la base. Façade. Voilà. Mais derrière ça, il y a énormément de choses à dire et de choses à partager, à écouter. Et les mamans ont besoin de cet échange. C'est vrai, je confirme. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec plaisir. À bientôt. Merci.